Mardi 15 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, par mesure de protection de la population, le type de poison utilisé par les auteurs du drame survenu lors d'une fête d'anniversaire à Mbouy-Malaz ne sera pas révélé au public, a déclaré la procureure Narine Janaval Narakoutinien. L'enquête sur les suspects impliqués dans cette affaire se poursuit et leurs avocats peuvent demander l'accès au dossier, toujours selon elle. Les détails. La procureure de la République auprès du tribunal de première instance, Narine Janaval Narakoutinien, a confirmé que les décès liés à cet événement ont été causés par un empoisonnement et non dû au botulisme, comme certains l'ont affirmé sur les réseaux sociaux. Les résultats des analyses effectuées à l'étranger ont été reçus la semaine dernière, mais dans un souci de sécurité publique, le type de poison ne sera pas communiqué selon elle. Pour rappel, 3 personnes sont actuellement placées en détention provisoire dans le cadre de cette affaire. Des preuves solides ont permis leur mise en détention et leurs avocats peuvent demander les pièces du dossier selon toujours la procureure. Une fois l'enquête terminée, ces personnes passeront devant le tribunal et l'audience sera ouverte au public. La procureure appelle également chacun à laisser la justice accomplir son travail afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Et l'état de santé des personnes victimes d'empoisonnement prises en charge à l'hôpital HJRA depuis le 16 juillet dernier est en nette amélioration selon l'adjoint technique de l'établissement. La procureure du tribunal de première instance, accompagnée de gendarmes et de policiers en charge du dossier, s'est rendue hier à l'hôpital HJRA pour constater de visu l'évolution de l'état des malades encore hospitalisés. Les détails. Actuellement, 13 patients sont toujours soignés à la JRA suite à l'empoisonnement alimentaire survenu à Mbouy-Malaz. Les symptômes observés ainsi que les traitements administrés sont globalement similaires pour l'ensemble des victimes, rappelle le docteur Rakoutonev Mamsoujou-Dikael, adjoint technique auprès de cet établissement. Lors de la visite effectuée hier, les patients présentaient une nette amélioration. Chez certains, les tuyaux respiratoires ont déjà été retirés. Toutefois, la trachéotomie réalisée chez d'autres est toujours en place, les empêchant de communiquer oralement. Si les améliorations se poursuivent, les derniers dispositifs respiratoires pourront être retirés complètement. D'après les explications, seuls quelques malades dépendent encore d'un respirateur artificiel ce jour. Dans les actualités également, une délégation mandatée par le président de la République et son épouse, à travers la direction des affaires sociales de la présidence, s'est rendue dans le district d'Ikung pour y apporter des aides destinées aux familles les plus vulnérables de la région. L'ensemble des communes du district d'Ikung, dont Ambatfout, Ambinanchumbi, Marmianj, Belmouk et Ikung, bénéficieront de ce soutien gouvernemental. 4000 foyers vulnérables ont reçu cette aide dès ce premier jour de la distribution. La délégation présidentielle a également transmis un message de réconfort et a rendu visite aux familles endeuillées ou touchées par le paludisme sévère ayant récemment frappé la région. Dans un tout autre sujet, la deuxième phase du projet, mise à l'échelle de l'adaptation basée sur les écosystèmes pour les zones côtières de Madagascar, ou PAX2, a été officiellement lancée ce jour à Antananarivo. Cette nouvelle étape s'étendra sur une durée de 5 ans et se focalisera sur 4 régions côtières vulnérables. Mervoulatsfiren, Bras de Nilsson. Madagascar, en tant qu'île, avec ses plus de 5000 km de côte, figure parmi les pays les plus exposés aux effets du changement climatique. Les communautés vivant dans les zones côtières sont confrontées à de nombreux défis dans l'érosion, l'inondation, la salinisation des terres, la dégradation des écosystèmes ou encore la baisse des ressources halieutiques. Parmi les écosystèmes les plus menacés figurent les récifs coralliens et les mangroves, essentiels pour protéger les côtes, stocker le carbone, préserver la biodiversité et soutenir la pêche. Le projet PAX2 vise justement à renforcer la résilience des populations et des écosystèmes grâce à l'approche EBA ou adaptation basée sur les écosystèmes.
Les régions de Diana, Bouén, Menabe et Atimotsnan sont ciblées dans cette deuxième phase. 20 communes y seront sélectionnées avec 147 000 bénéficiaires attendus, dont 92 000 bénéficiaires directs à parité hommes-femmes. Les femmes et les jeunes seront particulièrement soutenus à travers les formations, des activités génératrices de revenus et un accompagnement communautaire renforcé. Rappelons que la première phase du projet PAGS avait permis notamment d'installer des brise-lames à Tuamas et Manakar, des infrastructures qui ont prouvé leur efficacité face au cyclone Batsrai. Elle a aussi renforcé les capacités locales à travers la mise en place d'activités génératrices de revenus, notamment la repopulation halieutique, améliorant la résilience sociale et environnementale des communautés. Et à Madagascar, le développement des infrastructures est un enjeu majeur. Face aux limites du financement public, les partenariats publics-privés ou 3P apparaissent comme une solution d'avenir. Cette semaine, une formation de haut niveau est organisée à Nkourndjan pour renforcer les capacités des acteurs clés du secteur. Une initiative portée par l'unité PPP de la présidence avec l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Les détails. Face aux besoins croissants en routes, hôpitaux, énergie ou télécommunications, l'enjeu est de taille. Faire des 3P ou partenariats publics-privés un véritable levier de développement durable. La mise en place d'un cadre solide et transparent autour des 3P pourrait bien marquer un tournant dans les politiques de financement public à Madagascar. Ainsi, pendant 4 jours, décideurs publics, techniciens et experts internationaux se réunissent autour d'un objectif commun, booster le recours au PPP pour relever les défis de développement. Privé pour le pays, c'est de pouvoir vraiment arriver à exécuter les objectifs de développement durable d'une façon efficace, d'améliorer les services au public, d'améliorer le coût au public aussi, de faire de façon que les usagers puissent bénéficier de ces projets qui d'habitude tardent à être exécutés quand il n'y a pas de l'efficacité du secteur privé. Bon, l'objectif de la formation, c'est de renforcer les capacités au sein des ministères et de l'unité PPP, afin d'accélérer la réalisation du programme PPP et donc de mettre à disposition du peuple malgache des infrastructures de niveau mondial qui soient abordables par rapport au niveau de vie et aux attentes des populations. Les PPP permettent de mobiliser des fonds privés pour financer les infrastructures, là où les ressources publiques sont insuffisantes. L'initiative vient de l'unité PPPP auprès de la présidence de la République, avec l'appui de l'UNECA, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et ajouter que les gouvernements africains, comme d'ailleurs partout au monde, ont des difficultés à financer le développement. Donc c'est nécessaire pour apporter le secteur privé pour aider le gouvernement. Donc il y a des choses, il y a l'efficacité, et puis aussi mobiliser du finance. Comme vous le savez, les États africains ont des difficultés à financer soit la santé, l'éducation, l'infrastructure. Donc c'est vraiment nécessaire d'apporter le soutien du secteur privé. Ce type de formation vise aussi à créer un écosystème de confiance entre l'État et le secteur privé, indispensable à la réussite des PPP. Et parlons de la jeunesse à présent, l'autonomisation des jeunes à travers l'intelligence artificielle et les compétences numériques. Tel est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale des compétences des jeunes ce jour. Cette édition marque également le 10e anniversaire de cette journée initiée par les Nations Unies. À Madagascar, plusieurs activités sont organisées par l'Organisation internationale du travail et les ministères concernés entament dès aujourd'hui. Felana Rakoutoarsoul. L'intelligence artificielle et le numérique transforment en profondeur les méthodes de travail, d'apprentissage et plus largement la vie quotidienne. Actuellement,
seulement 10% des établissements scolaires et universitaires dans le monde proposent une formation officielle sur l'intelligence artificielle. De plus, 48% des étudiants ne sont pas suffisamment préparés pour intégrer un marché de travail axé sur les technologies d'IA. Selon un rapport de l'UNESCO, seulement 22% des experts en IA dans le monde sont des femmes. À Madagascar, même si de nombreux jeunes sont déjà attirés par le numérique et que diverses initiatives sont en cours pour promouvoir l'usage de l'intelligence artificielle, l'accès à la formation reste insuffisant, notamment en zone rurale où plusieurs obstacles persistent. La célébration de cette journée mondiale en 2025 met donc particulièrement l'accent sur le développement des compétences numériques et en intelligence artificielle dans le but d'offrir aux jeunes un accès à un emploi digne, durable et porteur de sens. L'événement se déroule sur 2 jours à partir d'aujourd'hui. Il constitue une plateforme d'échange entre jeunes, mais aussi entre jeunes experts du domaine. C'est également une opportunité de repérer des débouchés concrets pour intégrer le monde du travail dans le secteur de l'intelligence artificielle. Direction à présent à Maevatanan où 90% des pavillons de la gare routière de Tanambao ont été totalement détruits par un incendie survenu dans la nuit du dimanche à lundi. Le feu aurait été repéré avant qu'il ne se propage, mais les opérations d'extinction ont été compliquées à cause du manque d'eau sur place selon les plaintes des habitants. La ville possède bien un camion pompier, mais celui-ci est hors service. Martina. Un incendie encore indéterminé a éclaté dans la nuit du dimanche aux environs de 23 h dans l'un des pavillons du marché situé dans l'enceinte de la gare routière d'Antanambao Maevatanan, capitale de la région Betsbouk. C'est un feu violent qui a alerté les riverains sans que la cause exacte ne soit encore connue. En raison de la difficulté d'accès à l'eau dans cette zone, les habitants n'ont pas pu maîtriser les flammes. Environ 90% des pavillons ont été totalement détruits par le feu. Cet incendie n'a toutefois pas perturbé les activités de transport à Maevatanan, car les boxes utilisées par les coopératives de transport n'ont pas été touchées, selon les déclarations du maire. Les habitants interpellent les autorités afin qu'elles examinent de près l'état du véhicule de secours contre les incendies dans la commune. En effet, la ville de Maevatanan dispose d'un camion de pompiers, mais celui-ci est hors service. Côté sport, pas moins de 45 clubs ont participé à la Coupe internationale de karaté organisée par la section Antananarivo-Ville. L'objectif, selon les organisateurs, est d'élever le niveau des jeunes catégories. Cette compétition s'est tenue au Palais de la Culture et des Sports du 11 au 13 juillet dernier. Narasu Razakassan et Michel Rakoutsan pour plus de détails. Au total, 374 combattants ont pris part à cette Coupe internationale de karaté organisée par la section d'Antananarivo. Parmi eux, des karatékas venus de la Réunion, Mayotte, de la France et bien entendu de Madagascar. La Fédération nationale a collaboré étroitement avec la section d'Antananarivo pour la mise en place de ce grand rendez-vous sportif avec pour objectif principal de renforcer l'expérience de ces combattants malagasy. Bien que l'objectif principal soit l'amélioration du niveau des karatékas, les performances de ces derniers ont fortement impressionné les participants étrangers. C'est une étape importante pour la section d'Antananarivo d'avoir pu organiser une coupe internationale. Une attention particulière a été accordée aux jeunes catégories lors de cette édition, mais la participation d'autres catégories sera progressivement élargie lors des prochaines compétitions, d'après les explications. Les organisateurs prévoient déjà de pérenniser cette initiative. La Coupe internationale, portée par la section d'Antananarivo, devrait ainsi devenir un rendez-vous annuel. Le président de la section a même confirmé la tenue d'une 2e édition. Et enchaînant à présent par les actualités internationales, 10 personnes ont été arrêtées en Espagne après des violences racistes lors des émeutes anti-immigrés à Torre Pacheco, dans le sud-est du pays, selon le dernier décompte ce mardi. Les interpellés sont poursuivis pour troubles à l'ordre public, haine et blessures volontaires, selon les autorités. France 24.
Face à face tendu à Torre Pacheco. Des émeutiers cagoulés lancent des pétards sur des policiers. Ces derniers ripostent avec des balles en caoutchouc et interpellent plusieurs personnes. Les manifestants se présentent comme de simples habitants. Nous ne voulons aucune violence, nous voulons simplement la justice, qu'on nous fiche la paix. Nous voulons vivre en paix dans notre quartier et dans notre ville. Une version infirmée par les autorités qui assure que des groupes d'extrême droite extérieurs à la ville s'y retrouvent. Leur objectif, s'en prendre aux personnes d'origine nord-africaine. Du mobilier urbain et des véhicules privés sont également dégradés, sous le regard terrifié de la population. À quelle époque vivons-nous? Nous sommes en 2025, nous apprécions les migrants et nous sommes unis dans un amour mutuel. Des violences déclenchées par l'agression en pleine rue d'un habitant de 68 ans mercredi dernier. Interrogé par les médias espagnols, il affirme avoir été attaqué sans motif apparent par 3 jeunes d'origine nord-africaine. Dimanche, une dizaine d'émeutiers ont été interpellés, accusés notamment de s'en être pris à un mineur marocain et d'avoir endommagé le matériel d'un journaliste. Le maire a promis de s'attaquer à la délinquance et a demandé au gouvernement d'augmenter la dotation de la garde civile dans sa ville. 30% des habitants de Torre Pacheco sont des immigrés, principalement d'origine marocaine. Ils travaillent en majorité dans des exploitations agricoles. Des négociations sont en cours entre les autorités syriennes et des représentants des Druzes dans le sud de la Syrie pour parvenir à un arrêt des combats qui ont fait une centaine de morts. France 24. Les chars de l'armée syrienne pris pour cible par l'État hébreu, quelques heures après le début des violences entre Bédouins et Druzes au sud de la Syrie. Avec ces frappes, Israël veut faire passer un message. C'est un avertissement clair au régime syrien. Nous ne permettrons pas que du mal soit fait aux Druzes en Syrie. Malgré cet avertissement, les forces gouvernementales syriennes poursuivent leur progression vers la ville à majorité druze de Soueida et ont pris le contrôle d'Al-Mazra, officiellement pour désarmer les groupes opérant en dehors de la loi. L'État syrien s'engage pleinement à maintenir une position impartiale à l'égard de tous les segments de la société syrienne. Appuyées de chars, elles se sont déployées dans le village. Les autorités religieuses druzes de Soueida, elles, ont appelé à un cessez-le-feu et affirment que des pourparlers sont en cours. Des négociations sont en cours entre les notables de Soueida et des représentants du ministère de la Défense et des forces de la sécurité générale pour parvenir à une solution. Les tensions entre Druzes et Bédouins ne sont pas nouvelles dans la région. En avril et mai dernier, des dizaines de personnes étaient mortes dans des affrontements. Là aussi, Israël avait apporté son soutien à la communauté druze. Cette minorité répartie entre le Liban, la Syrie et Israël compte 700 000 fidèles en Syrie. La question de leur intégration dans les forces armées de la Syrie post-Bachar est, comme celle des autres minorités du pays, objet récurrent de tensions dans l'établissement de la nouvelle Syrie. Pour terminer, Donald Trump a menacé d'appliquer des droits de douane très sévères contre les alliés de la Russie en cas d'absence d'accord sur la guerre en Ukraine d'ici 50 jours. France 24. C'est officiel, Donald Trump affirme clairement son soutien à l'Ukraine aux côtés du secrétaire général de l'OTAN. Après s'être montré très dur envers Kiev au début de l'année, le président américain a clairement changé de position après l'échec des négociations avec Vladimir Poutine. Il le menace maintenant de sanctions. Nous avons dépensé environ 350 milliards de dollars dans cette guerre avec la Russie et l'Ukraine. J'aimerais qu'elle prenne fin. Ce n'était pas ma guerre, c'était la guerre de Biden. Je suis déçu par le président Poutine parce que je pensais que nous aurions conclu un accord il y a 2 mois. Mais il semble que nous n'y parvenions pas. C'est pourquoi nous allons appliquer de nouveaux droits de douane si nous ne parvenons pas à un accord dans 50 jours. C'est très simple et ils seront de 100%. S'il avait dans un premier temps voulu stopper l'envoi de certaines armes à l'Ukraine, le président américain va maintenant en fournir de nouveaux, mais à travers l'OTAN, qui achètera les armes aux États-Unis, notamment ces systèmes patriotes qui permettent d'intercepter les missiles. Bien entendu, les États-Unis constitueront les stocks nécessaires à la défense du pays, c'est tout à fait clair.
Mais cela signifie que l'Ukraine pourra mettre la main sur un très grand nombre d'équipements militaires, tant pour la défense aérienne que des missiles, des munitions, etc. Dans le même temps à Kiev, le président ukrainien recevait l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine. Volodymyr Zelensky se montre très satisfait de ce retour du soutien américain. Nous avons souvent eu des réunions avec vous et votre équipe, et nous vous remercions également d'être venus à Kiev. Merci beaucoup. Nous sommes reconnaissants au président Trump pour tous ses messages et ses décisions très fortes concernant la reprise des livraisons d'armes pour nous. Ces derniers jours et ces dernières semaines, la Russie multiplie les attaques de drones records sur l'Ukraine et notamment sur Kiev. C'est pourquoi l'Ukraine a avant tout besoin de systèmes de défense antiaérienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à son terme. Tout de suite après, retrouvez l'émission Nizouk, présentée par Sen Ranirlant. Au revoir et bonne soirée sur Viva.